Vous faites bien de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome, appuyée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, a organisé un atelier national de renforcement des capacités axé sur la protection des élections. Ouvert il y a 2 jours, les travaux ont pris fin ce jeudi. À suivre le compte rendu dans ce journal. Dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026, Guénotra, sélectionneur national des Guépas du Bénin, a rendu public ce jeudi la liste des joueurs convoqués. Ces joueurs sont appelés à disputer les 2 matchs du mois de septembre contre le Zimbabwe et le Lesotho. Et puis, en interactualité, le Rwanda et le Mozambique ont signé un accord de paix et de sécurité à l'occasion de la visite au Rwanda du président Daniel Chapo. Avant de passer au développement des titres, ouvrons ce journal avec un communiqué du directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Il informe les nouveaux bacheliers que la distribution des attestations du baccalauréat session de juin 2025 se tiendra du lundi 8 au samedi 13 septembre 2025 dans les 12 départements du Bénin. Pendant ces 6 jours, les attestations seront remises de 8h à 16h sur 12 sites, soit un point de distribution par département. Pour retirer leur attestation, les bacheliers devront se munir des pièces suivantes: une photocopie simple du relevé de notes, une pièce d'identité en cours de validité, ainsi que le bordereau de la demande effectuée en ligne. La demande et le paiement des frais d'attestation fixés à 6 000 francs CFA doivent être réalisés sur la plateforme www.service.bac.bj au plus tard la veille du jour programmé pour le retrait selon le jury. On change totalement de sujet. Lancé ce mardi à Cotonou, l'atelier de renforcement des capacités consacré à la protection des élections, organisé par la Sénat avec l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et de la coopération canadienne, s'est clôturé ce jeudi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. La cérémonie de clôture a été présidée par Laurentine Adossou-Davo en présence de plusieurs personnalités. Reportage. L'atelier de renforcement des capacités consacré à la protection des élections, initié par la Commission électorale nationale autonome Sénat, a connu son épilogue ce jeudi 28 août. Durant 2 jours, les participants ont été outillés sur les facteurs de risque qui pèsent sur l'intégrité du processus électoral, tels que la désinformation, la fraude, la violence électorale ou encore le manque de transparence. Durant ces 2 jours, nous avons ensemble exploré des thématiques essentielles liées à la sécurisation de notre processus électoral. Nous avons procédé à l'identification des facteurs de risque pour les prochaines échéances électorales, à l'évaluation du niveau de ces facteurs et à la proposition de mesures appropriées ainsi qu'aux méthodologies d'identification, de catégorisation et de prévention des risques électoraux à travers des exercices pratiques et des travaux de groupe. Ces travaux ont permis d'élaborer une première matrice des risques électoraux, véritable gage d'une élection transparente, équitable, inclusive et apaisée. Il me plaît à cette étape de mon propos de ce jour de dire toute la satisfaction de la Sénat pour la qualité du travail abattu et de vous remercier pour votre assiduité. À cet effet, il nous revient désormais de mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer activement à la prévention des risques, à la sécurisation du processus électoral et à la consolidation de notre démocratie. Ce rendez-vous aura donc permis d'identifier les menaces, de mettre en œuvre des mécanismes de prévention et de garantir la sérénité des scrutins à venir. Les participants, conscients des enjeux, ont pris la mesure des choses et félicitent la Sénat pour cette initiative. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes bien outillés. Nous avons passé de très bons moments
avec les facilitateurs, les consultants. Et vraiment, je voudrais bien remercier tout le monde. On peut parler des pandémies, on peut parler des soulèvements, on peut parler aussi des crises liées au cadre juridique. On peut parler aussi des crises liées aux agents électoraux, comme des violences aussi, on peut en parler. Le Sénat ne fait qu'appliquer les lois. C'est à nous autres, les populations, de savoir s'adapter chaque fois qu'il y aura risque, menace ou bien crise. C'est à nous de résister, de s'adapter et surtout se patienter. La présente formation, initiée par la Sénat, a bénéficié de l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et de la coopération canadienne. Face à la presse ce jeudi, le technicien allemand a présenté le groupe qui affrontera le Zimbabwe et le Lesotho, deux confrontations capitales pour l'avenir du Bénin dans cette course au mondial nord-américain. La liste reste inchangée dans sa structure, comptant 25 joueurs convoqués. Le groupe se compose de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain et 7 attaquants. Une formule sur laquelle Guénotror compte pour assurer la continuité, suivant un extrait de ses propos. Le match du Maroc était très intéressant, un match qui nous a donné beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait les attaquants qui sont de retour. Comme vous le voyez, nous avons le retour de Tosin Ayegun, qui a joué un dernier match avec Lorient en marquant un but, déjà en faisant honneur à l'ancien qui nous a quittés. Et Andreas Suntonji, qui a également commencé en Bundesliga avec un but marqué et qui fait un bon début de saison. Donc ils seront de retour. De retour également un joueur comme Rodrigue Kossi, qui a signé à Agadir, au Maroc, dans un bon club et qui a fait une bonne préparation. Nous avons également le retour de joueurs comme Huntonji Cédric, qui n'était pas là. D'ailleurs, les 2 derniers recoupements, ils nous avaient manqué. Et Rachid Moumini. Voilà. D'ailleurs, ce sont des joueurs qui ont changé de club. Comme vous avez tous suivi un peu l'intersaison, qui n'est pas encore terminée, il y a eu 13 transferts sur cette liste de 25. 13 joueurs qui ont changé de club. Et il va y avoir d'autres encore qui vont venir avec Steve Mounier, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui vous salue tous et qui est en train de faire également un retour en France. Également, nous avons Momo Tidjani à Yverdon, qui a déjà eu 2 ou 3 clubs, qui n'a pas voulu rejoindre parce que il pensait que c'était pas le bon choix, mais il s'entraîne avec son club, il s'entraîne avec un préparateur. Donc tous ces joueurs qui sont là sont dans un club actuellement et font des entraînements. Parce que certains, officiellement, n'ont pas encore signé dans un club, voire sont en situation de qualification. Ça peut être compliqué parfois. Parce que vous venez de l'étranger, vous retournez en France, et il y a des contrats fédéraux limités en nombre dans des équipes de National 1 ou 2, et qu'il faut un CIT. Ça peut durer parfois. Donc, c'est encore un peu en attente, on va dire. Mais nous avons, sur ces 13 transferts que les joueurs ont effectués, des satisfactions, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont trouvé des clubs bien meilleurs que ceux qu'ils avaient avant. Donc, j'espère que ça va se ressentir dans le niveau de jeu de l'équipe. En tout cas, on aura des joueurs avec plus de compétition que dans les derniers rassemblements. Voilà, alors pas de nouveaux joueurs. J'avais prévu d'inviter un joueur pour la première fois qui s'est malheureusement blessé. Ce joueur, c'est Irénée Glélé. Ceux qui avaient suivi les entraînements ici au mois de mai, vous l'avez vu, il nous avait rejoint, il était en vacances, il avait fait une bonne impression. Il a changé aussi de club, il est allé à Metlaoui et il s'est blessé au genou il y a 12 jours, donc malheureusement, il ne pourra pas nous rejoindre. Et ceci dit, je trouve que la liste
elle est intéressante. On a des joueurs comme Olaitan qui ont fait un super début de saison. On a Steve Mounier qui a fait un super début de saison. Mais il a préféré maintenant quitter Augsbourg. Il y a aussi la famille, il y a aussi la naissance de son enfant, il y a aussi plein de choses qui font qu'il préfère rentrer en France. Donc, et on le comprend, dans un club où il y aura certainement un temps de jeu. Voilà, mais on a vu qu'il a marqué 6 buts en préparation avec Augsbourg. Donc le fait aussi que nous ayons nos 2 attaquants ailiers, on va dire, va nous permettre d'avoir un impact offensif un peu plus profond, je pense, avec de la vitesse, avec de la technique, avec malheureusement l'absence de Dodo Doku au premier match, mais on a déjà une petite idée derrière la tête, comment on peut le remplacer. Dans un tout autre registre, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à tous les nouveaux bacheliers à l'occasion d'une immersion patriotique dans la région du Cardiogo. Dans son adresse à ses pionniers, le chef de l'État les a invités à cultiver des valeurs de patriotisme, d'intégrité, d'engagement et à ne jamais trahir la mère patrie. Suivons-le. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres, solidaires. Et au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous devrez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la mère patrie. Vous devez comprendre d'où vous venez, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que notre révolution? Et projeter un avenir. Qu'est-ce que vous voulez pour votre patrie, pour vous et votre famille? Il faut comprendre le passé. D'où est-ce que nous venons? Comment nos ancêtres ont fait pour survivre à toute cette barbarie venue d'ailleurs, pour les exterminer et s'accaparer de leurs terres? Comment ils se sont battus pour nous garder nos terres que nous avons aujourd'hui, le Burkina Faso? Vous devrez comprendre les détails de notre passé. Qu'est-ce que l'Afrique a subi? Qu'est-ce que le Burkina Faso a subi? Et comment nos ancêtres s'y sont pris pour que nous soyons là aujourd'hui en tant que Burkinabés? À travers cela, vous comprendrez aujourd'hui le monde, la géopolitique. Pourquoi les relations humaines à travers le monde sont souvent entachées de guerres et de beaucoup d'autres phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre tant qu'on ne vous enseigne pas l'histoire. Aujourd'hui, notre patrie est en guerre. Mais vous devez comprendre d'où vient cette guerre. Pourquoi on nous fait la guerre? Pourquoi ces individus attaquent notre patrie? Tout cela vous sera enseigné et initié. Plus vous comprenez ce que vous vivez, et vous devez maintenant comprendre pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans une révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Comment comprendre qu'il fallait la révolution pour qu'on puisse y arriver? Il faut qu'on révolutionne nos vies. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d'aller vite, avec donc des citoyens d'un nouveau type, très disciplinés, engagés, patriotes jusqu'au sacrifice suprême. Et à travers cela, vous comprendrez mieux comment vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Qui ne souhaite pas demain avoir ses enfants, qui vont à l'école gratuitement, qui vont être soignés convenablement dans leur patrie, qui vont se nourrir convenablement. C'est le sens de notre engagement. Et vous devez comprendre tout cela et que c'est possible. Si aujourd'hui nous sommes en guerre et que nous arrivons sur le volet du développement à faire beaucoup de réalisations, c'est que notre patrie a des potentialités qui étaient sûrement mal exploitées. Et comment éviter que ces ressources retombent dans les mains des impérialistes? C'est le sens du combat. Et vous devez comprendre tous ces paramètres. Beaucoup de choses vous seront enseignées. Vous connaîtrez l'humilité. Vous devrez partager beaucoup de choses avec vos camarades. Et vous apprendrez à aimer votre patrie, à ne jamais trahir votre patrie. La guerre de désinformation qui se mène aujourd'hui par l'impérialisme, la manipulation, c'est vous qui êtes les cibles.
la jeunesse, l'avenir de la nation. Et vous devez tout mettre en œuvre pour apprendre à ne jamais trahir votre patrie et ne pas se faire recruter par ces impérialistes comme espions. Parce que tout leur espoir, c'est de pouvoir recruter la jeunesse, en faire de vous des espions pour servir leur patrie au détriment de votre patrie, c'est-à-dire trahir votre patrie. Ils désinforment, ils intoxiquent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers beaucoup de phénomènes. Mais vous devrez donc apprendre à faire la différence entre leur manipulation et ce que vous voulez pour votre patrie. Voilà pourquoi cette immersion est la bienvenue et vous devez donner du sien pour apprendre les béabas de ce que c'est que le patriotisme. Le Rwanda et le Mozambique ont signé ce mercredi un accord de paix et de sécurité à l'occasion de la visite du président mozambicain Daniel Chapo à Kigali. Depuis juillet 2021, des troupes rwandaises appuient les forces mozambicaines dans le combat contre les groupes terroristes opérant dans la province de Cabo Delgado. Cette région est confrontée à des attaques terroristes depuis 2017. Suivant. Le Rwanda et le Mozambique ont signé mercredi un accord de paix et de sécurité lors de la visite du président mozambicain Daniel Chapo à Kigali. Des troupes rwandaises soutiennent en effet depuis juillet 2021 les forces mozambicaines dans leur lutte contre les groupes terroristes actifs à Cabo Delgado. Kigali a déployé environ 1000 militaires et policiers dans la province mozambicaine. Cabo Delgado est en proie aux attaques terroristes depuis 2017 qui ont mis à mal un important projet gazier de Total Energy dans la localité de Palma. En 2021, une attaque dans la région avait fait plus de 800 morts. Paul Kagame a appelé au renforcement des relations entre pays du continent face au terrorisme, ajoutant que l'extrémisme violent constitue une menace pour les sœurs du continent. Outre la lutte contre le terrorisme, la coopération entre Maputo et Kigali en matière de défense pourrait aussi concerner le volet formation. La société américaine Cobalt, soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates, franchit une nouvelle étape dans son expansion africaine. L'entreprise a annoncé ce mercredi avoir obtenu 7 permis d'exploration minière en République démocratique du Congo. Ces permis s'inscrivent dans le cadre de l'accord signé en juillet 2025 entre Cobalt Metal et le gouvernement congolais qui prévoit l'utilisation de technologies de pointe. Le reportage. 7 permis d'exploration ont été accordés à la société américaine Cobalt par la République démocratique du Congo. L'entreprise minière, soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates, aura donc accès à la ville de Manono dans le sud-est du pays, qui abrite plus de 44 millions de tonnes de lithium, l'un des plus grands gisements au monde. Kinshasa a signé cet accord avec Cobalt en juillet, permettant à la société de rechercher du lithium et d'autres minéraux dans le cadre de son programme d'exploration minérale à grande échelle. Le lithium est l'un des éléments clés de la fabrication des batteries pour véhicules électriques, mais aussi de smartphones, d'ordinateurs et de panneaux solaires. En 2020, la compagnie australienne AVZ Minerals a révélé la quantité de lithium présente à Manono, dévoilant au reste du monde le rôle essentiel de la ville dans l'accomplissement de la transition énergétique et faisant revenir Manono dans les négociations mondiales. Vers une nouvelle crise diplomatique dans le dossier du nucléaire iranien, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont lancé ce jeudi une procédure devant l'ONU qui vise à rétablir des sanctions économiques internationales contre l'Iran. Ces dernières ont été suspendues il y a 10 ans en vertu de l'accord sur le nucléaire de 2015. La Russie estime l'initiative totalement contre-productive. Extorsion et chantage, c'est ainsi que la Russie a qualifié jeudi le rétablissement des sanctions internationales contre l'Iran en raison de son programme nucléaire. Pour Moscou, l'initiative prise par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'a pas de portée juridique. Alors que le monde est à la croisée des chemins,
L'une des options est la paix, la diplomatie, la bonne volonté, des contacts humains normaux. L'autre option est une sorte de diplomatie au canon, les mains extorquées et le chantage, toutes les autres choses. La deuxième option est clairement représentée par l'action qui a été déclenchée aujourd'hui par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Vous savez tous qu'ils ont fait circuler une lettre déclenchant ce que l'on appelle snapback. Je ne vous expliquerai pas cette procédure en détail. Je pense que tous ceux qui sont au courant de ce fait n'en ont pas besoin. Mais je dirais que cette action des pays européens n'a, à notre avis, absolument aucune portée juridique parce qu'ils n'ont pas mis en œuvre la résolution 2231 de bonne foi. Le snapback a été négocié dans le cadre de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et la communauté internationale. Il est protégé contre un droit de veto à l'ONU. Son déclenchement jeudi par les pays européens fait suite à l'enlisement des négociations sur le nucléaire iranien. Israël intensifie ses opérations militaires autour de la ville de Gaza, transformant plus de 80% de la bande de Gaza en zone militaire. Si le Hamas a exprimé son accord de principe sur une proposition de trêve, la semaine dernière, le Premier ministre israélien a réaffirmé que les opérations militaires se poursuivront en parallèle des négociations suivantes. L'armée israélienne intensifie ses opérations autour de la ville de Gaza. Tsahal se prépare à lancer une offensive de plus grande envergure dans la région, alors que plus de 80% de la bande de Gaza est considérée comme une zone militaire israélienne ou fait l'objet d'ordres d'évacuation. Israël poursuit son opération de mobilisation de dizaines de milliers de réservistes et en parallèle, le pays demande aux habitants de la ville de Gaza d'évacuer la zone. Même si le Hamas a déclaré la semaine dernière être prêt à accepter le plan de cessez-le-feu, le Premier ministre israélien déclare que l'armée lancera son offensive tout en cherchant à obtenir un accord. Le gouvernement israélien estime qu'une offensive plus large reste le meilleur moyen de ramener les otages et d'affaiblir les capacités du Hamas. Pendant ce temps, les organisations humanitaires avertissent qu'une nouvelle offensive pourrait aggraver la crise humanitaire dans ce territoire assiégé où la plupart des 2 millions d'habitants ont été déplacés. L'offensive israélienne a tué près de 63 000 Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.